TCF. Test de connaissance du français. Mini TCF. Compréhension orale. Niveau C1. Écoutez le document sonore et la question, puis choisissez la bonne réponse. Monsieur Bertrand, vous êtes spécialiste en langue et littérature du Moyen-Âge et historien de la langue. Alors, expliquez-nous d'où vient le vocabulaire du français. Si l'on pouvait photographier aujourd'hui le lexique général de la langue par ses racines, ce qui frapperait de prime abord serait sans doute la grande diversité des origines des mots qui composent le français. En plus de 1000 ans d'histoire, cette langue, dont le fond commun est indiscutablement le latin, s'est enrichie au fil des rencontres entre les peuples de nouveaux mots, empruntés, assimilés, créés de toutes pièces par des locuteurs exprimant, le besoin de nommer des réalités de la vie. Alors, plusieurs tentatives statistiques ont montré qu'environ 87% du vocabulaire français provient du latin. Les 13% restants seraient à partager entre les langues d'origine germanique, 1,35%, scandinave, 0,12%, celtique, 0,08%, et le reste, environ 11%, représenterait un composite diversifié, mais difficilement quantifiable, d'emprunts divers à de très très nombreuses langues, africaines, asiatiques, américaines aussi. Question 1. Que souligne ce spécialiste ? Melting Pot au Quai Branly. La soirée intitulée Melting Pot, imaginée par le musée du Quai de Branly, met la gomme samedi 21 juin dans le cadre de la fête de la musique. Une programmation qui a tout d'un feu d'artifice tendance, culture urbaine et hip-hop, tap dance, percussion corporelle, rap, slam, jing et beatbox. On peut noter aussi, pour les amoureux des arts, que les collections du musée seront en accès libre. À noter donc sur vos agendas le 21 juin de 17h à 21h. Question 2. Que propose cette annonce radiophonique ? Le succès des pique-niques et apéros entre voisins. La multiplication de ces événements répond en fait à une recherche de lien social. La recherche de convivialité parvient à l'emporter sur la météo incertaine. Un peu partout en France, durant les week-ends de printemps, les apéros et pique-niques se multiplient, réunissant les habitants d'un même quartier. Cette initiative s'inscrit dans la droite lignée de la fête des voisins, tradition de plus en plus plébiscitée chaque année, à la ville comme à la campagne. Ainsi, dimanche 15 juin, la partie piétonne de la rue Montmartre, dans le 2e arrondissement de Paris, a reçu quelque 300 personnes. Des tables étaient disposées en quinconce dans toute la rue. Pour la 2e année, les habitants du quartier étaient invités à partager ce repas organisé. Chacun devait apporter son propre déjeuner. Bref, les résidents de Montmartre prennent possession de la rue. Ravis de cette nouvelle attraction, les enfants jouaient ensemble et se ravitaillaient aux tables bien garnies. J'ai prêté des tables et des chaises et les habitants se sont organisés tout seuls, raconte Jacques Bouteau, maire vert du 2e arrondissement, pour qui les apéros et autres pique-niques de quartier ont vocation à créer du lien social. Les deux organisateurs, le conseil de quartier et l'association Le Monde du 2, sont parvenus à préparer cet événement sans débourser un centime. Des partenariats avec les commerçants, quelques prêts et beaucoup de bonne volonté ont permis d'organiser ce pique-nique. Pour les habitants, ces rendez-vous sont devenus incontournables. La vogue de ces rendez-vous de quartier s'est en partie développée grâce à Internet. Question 3. D'après le maire du 2e arrondissement de Paris, quel est le principal objectif de ce type d'initiative ?
Question 4. Quel est le coût de ces rencontres pour les organisateurs? Le recoin des fumeurs. Une soirée techno dans une boîte de nuit parisienne. Ça pulse sur le dance floor. Besoin d'une pause? Dans le fond de la discothèque, une petite quinzaine de personnes se tiennent à l'écart dans une cage en verre, immobile. Elles ne dansent pas, mais fument, en toute légalité. Ce qui pourrait ressembler à un aquarium est en fait un fumoir comme il en existe de plus en plus dans les discothèques. À l'intérieur, les sons de la techno sont amortis. Il y a des cendriers et des tables hautes pour poser son verre. Une saisissante odeur de tabac froid imprègne illico les vêtements, les cheveux, la peau. Tellement pas agréable qu'on y reste juste le temps d'en griller une, d'absorber sa dose de nicotine. Vu de l'aquarium, ceux qui sont restés sur la piste ont l'air de grands agités, qui secouent les bras, les têtes. De part et d'autre de la vitre, des gens sont en total décalage. Question 5. Quel est le sentiment de cette journaliste? Voilà tout juste un an, notre pays sortait d'une vague d'émeutes urbaines sans précédent qui avait embrasé plus d'une centaine de quartiers sensibles de notre République. Il avait suffi de 2 éléments déclencheurs rapprochés, la visite tumultueuse du ministre de l'Intérieur sur la dalle d'Argenteuil, un 23 octobre en soirée, suivi quelques jours après de la mort tragique de 2 adolescents dans un transformateur à Clichy, pour que l'embrasement se généralise, largement relayé par les médias. Question 6. Qu'est-ce qui est à l'origine des émeutes urbaines dont parle le conférencier? C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, cache, et cache, que ça ne se sache, Y et Z. Il est peu d'expressions aussi familières mais aussi obscures que attire l'arigot. Elle est pourtant courante et transparente, elle signifie en abondance, en grande quantité. Le poète Audiberti écrit « Elle est merveilleuse la vie, elle fabrique, attire l'arigot des clématites et des paquebots ». L'histoire de cette expression est étonnante. Une chanson connue au Moyen-Âge possédait le refrain suivant. « L'arigot va, l'arigot, Marie, tu ne m'aimes mi ». De ce terme, on tira au XVIe siècle d'une part le nom d'une petite flûte, un flageolet, le larigot, et d'autre part l'expression « boire attire l'arigot ». Cette expression, on s'en doute, est très fréquente chez Rabelais où elle signifie « boire en abondance, à longs traits, en vidant bouteille après bouteille ». Il y a, semble-t-il, un lien naturel entre le fait de jouer de la flûte et celui de boire avec ardeur. D'ailleurs, pendant des siècles, flûter a signifié boire en abondance. Pensons également à l'expression siffler une bouteille. Et rappelons-nous que le verre à champagne se nomme une flûte. Boire à tire-larigot a été pendant des siècles d'usage aussi courant que festif. C'est à l'époque moderne que l'expression a pris le sens plus général d'abondance et de quantité. Voilà comment un refrain médiéval est à la base d'une expression actuelle, à la fois familière, jolie et bizarre. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne jouons plus du larigot. Mais, j'espère bien, nous continuons à festoyer à tire-larigot. A, B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z. Question 7. À l'origine, que désignait le mot larigot?
B, syllabe, métaphore. W, oxymore. Trancher le cou du tronc. Couper le tronc à couche. Y. Le mot tohu-bohu est plaisant et fort expressif. Il désigne en général un désordre, un tohu-bohu. On ne se doute pas que le terme est d'origine sacrée. Dans la Genèse, afin de décrire l'état de la terre avant la création, l'hébreu biblique utilise les termes tohu, la solitude, et webohu, le vide. On désignait ainsi le chaos primitif. Cette expression est passée en français au XIIIe siècle, d'abord sous la jolie forme de Torul Borul. Puis à partir du XVIIIe siècle, la forme tohu-bohu s'est figée. Du sens propre de chaos originel, et sans doute grâce à la répétition expressive que comporte le terme, la langue française est passée à bien d'autres sens. Tout d'abord, celui de désordre. L'exécrable tohu-bohu d'un déménagement, écrit Victor Hugo dans une lettre. Ensuite, celui de tumulte. C'était un vacarme, un brouhaha, un tohu-bohu, s'exclame Huysmans. Enfin, celui d'un ensemble confus de choses mêlées. Toujours Victor Hugo. C'était un des plus ravissants tohu-bohu de tours, de toits, de clochers que j'ai jamais vu. Le terme, on le voit, a inspiré les écrivains. Il a de quoi, en effet, exciter la verve. Il est synonyme tour à tour de charivari, de remue-ménage, de tintamarre, de fatras. Un vrai tohu-bohu. A, B, syllabe, métaphore, W, oxymore, Y. Question 8. D'après cette explication, quel mot ne correspond pas à l'indécence en français moderne de tohu-bohu? Anis Bouabsa est un personnage très attachant qui consacre son temps à son métier et c'est une passion, on peut même dire d'ailleurs, qu'il a découverte quand il était adolescent pendant un stage imposé par le collège. Et cette année, le Grand Prix de la meilleure baguette de Paris a changé sa vie et celle de la boulangerie. Gagner ce concours, c'est magnifique. J'ai eu beaucoup d'Allemands qui sont venus visiter la boulangerie, des Américains, des Espagnols, des Suisses. Il paraît que vous êtes sur le circuit des Japonais, c'est ça ? Oui, il y a des magazines japonais qui ont sorti des photos sur la boulangerie. Même les gens du quartier ils sont étonnés de voir débarquer autant de personnes comme ça, d'une même nationalité, ensemble. Ça égaye un peu le quartier et tout, c'est sympa. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer ? Toute la soirée, je cuis du pain chaud, donc là, je suis en train d'envoyer des baguettes au four. Et il y a toujours du pain chaud, en fait. Qu'est-ce qui fait que votre pain est excellent ? Moi, en fait, je travaille beaucoup sur des longues fermentations. C'est-à-dire que je vais pétrir aujourd'hui et je vais utiliser que la pâte demain pour faire mes pains spéciaux. Donc, en fait, je laisse des très très longs temps de fermentation avec très peu de levure. Donc, ça fait que c'est des pains qui se conservent très bien et qui ont un bon petit goût dans la croûte qui est caramélisée, noisette. Donc, c'est assez sympa. Question 9. Pourquoi ce boulanger est-il subitement devenu célèbre ? Question 10. Quel est son secret pour faire du bon pain ? Effectivement, le bac a énormément évolué et il ne correspond plus du tout à ce pourquoi il avait été fondé. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut tout à fait, je pense, le supprimer et en tout cas le réformer profondément. Et vous dites même carrément dans votre ouvrage que les bacs professionnels, par exemple, empêchent l'ascenseur social pour les jeunes, les élèves qui sont brillants et qui sont de catégorie modeste. Si vous regardez effectivement par rapport à ce qui se passait dans les années 50, effectivement, il y avait peu de bacheliers.
c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on était encore à 5-6% d'élèves d'une génération qui arrivaient au baccalauréat, donc ça fait quand même franchement pas beaucoup par rapport à maintenant où on est à 63-64%. Mais surtout, vous avez, à ce moment-là, vous aviez une sorte de discrimination positive avant l'heure qui faisait que les élèves vraiment dont on sentait qu'ils avaient un réel potentiel intellectuel, on arrivait à les pousser et à ce moment-là vers le bac général, voilà. Et puis surtout les filières après le baccalauréat. Et à cette époque-là, on avait à peu près un peu moins de 30%, ce qui n'est quand même pas rien, des élèves venant des milieux défavorisés qui étaient dans les grandes écoles. Et aujourd'hui, on en est à moins de 5%. Question 11. D'après la personne interviewée, pour quelle raison principale faut-il réformer le bac? Alors, est-ce qu'en France, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, donc depuis le 1er janvier 2007, et dans les cafés, restaurants, discothèques depuis cette année, a déjà produit des effets mesurables sur la santé? Permettez-moi juste avant de vous féliciter pour votre chapeau que vous avez fait d'introduction qui résume très bien la situation. Alors, l'interdiction a déjà eu un retentissement. En effet, il semblerait, d'après les études, que 15% environ en moins d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux ont été constatés dans les urgences et on rejoint par là même les chiffres de Milan et de New York. Depuis le début de cette année? Depuis le début, entre janvier et mi-février 2008. Question 12. Quelle est la phrase qui correspond le mieux aux propos de la personne interviewée? En français, le préfixe bi signifie la dualité. Il est des plus productifs. Un avion biplace, des lunettes bifocales, à double foyer, un accord bilatéral, entre deux parties, un chat bicolore, à deux couleurs, et dans un autre registre, un individu bigame ou bisexuel. Les choses se compliquent quand l'adjectif préfixé désigne une périodicité. Faisons un peu d'arithmétique. Tantôt le préfixe bi divise le laps de temps qu'exprime l'adjectif. Ainsi, bi-quotidien signifie 2 fois par jour, bi-hebdomadaire 2 fois par semaine et bi-mensuel 2 fois par mois, c'est-à-dire tous les 15 jours. Tantôt, le préfixe bi multiplie le temps désigné par l'adjectif. Bisannuel signifie tous les 2 ans. Pour exprimer la périodicité de tous les 2 mois, on dira bimestriel. Il importe donc de bien distinguer bimensuel, 2 fois par mois, de bimestriel, tous les 2 mois. Exercice pratique avec tri. Trisannuel, tous les 3 ans. Trimestriel, tous les 3 mois, tous les trimestres. Trimensuel, 3 fois par mois. C'est tout simple. Question 13. Selon le professeur, que signifie bimestriel? Alors, qu'est-ce au juste que la contrefaçon? Est-ce qu'il suffit de fabriquer un produit qui imite l'apparence d'un autre dans le but de tromper le consommateur, ou est-ce que ce mot recouvre autre chose? Non, le mot contrefaçon recouvre, quelle qu'en soit la forme et les modalités, le fait de copier un produit, alors dans sa forme, dans ses caractéristiques, dans son apparence, et de prétendre tromper, et de vouloir, pas prétendre, de vouloir tromper le consommateur
en lui offrant un produit qui n'est pas le produit original. Donc ça peut être des contrefaçons de brevets, des contrefaçons de marques, des contrefaçons de dessins. Bref, c'est l'ensemble de la propriété industrielle qui est concerné par la contrefaçon. Alors le mot contrefaçon a une connotation péjorative, sous-entendant un produit de mauvaise qualité. Est-ce qu'il y a des contrefaçons de qualité, Benoît Battistelli ? Bien, je crois que la contrefaçon, d'abord, il faut bien voir que c'est un vol. C'est le vol de ce qui appartient à quelqu'un d'autre, qui a investi de l'argent, qui a développé, qui a eu des idées, qui a innové. Donc, par définition, la contrefaçon est quelque chose de négatif. Alors, il y a des contrefaçons plus ou moins réussies, entre guillemets, plus ou moins proches du modèle. Mais ça ne change pas ce qui est fondamental, à savoir que c'est d'abord un produit copié, donc un produit volé. Question 14. Quel est le sujet principal de cet échange ? Question 15. D'après cet échange, quelle est la position de l'homme sur la question abordée ? La crise du logement a des effets directs sur l'autonomie des jeunes qui restent plus longtemps chez leurs parents et sont souvent confrontés, lorsqu'ils quittent leur famille, à des situations de précarité. Pierre Durand est président de la région Pays de la Loire pour l'Union nationale de l'habitat des jeunes. Pour lui, les foyers de jeunes travailleurs apportent une réponse moderne à cette demande nouvelle des jeunes. Les foyers de jeunes travailleurs qui pourtant ont été construits ou pensés en définitive dans une période extrêmement faste, qui était la période des 30 Glorieuses, aujourd'hui ont su s'adapter pour prendre en compte les nouvelles problématiques de la société. Donc ils constituent une opportunité extrêmement importante pour répondre à cette question de la mobilité, qu'elle soit volontaire ou au contraire subie selon les circonstances. Question 16. À quelles problématiques sociales peuvent répondre les foyers dont il est question ?